Voilà, donc j'ai juste lancé le micro. Donc je démarre par la présentation des outils de l'interface en fait de Viré qui est directement intégrée en fait dans SketchUp, hein. Mhm, d'accord. Alors en principe les outils apparaissent dans la barre des outils. Ici, s'ils n'apparaissent pas, il faut aller une fois installé le logiciel, il faut aller dans Affichage, barre d'outils. Et dans barre d'outils, il s'agit de cocher virer s'il n'est pas coché. Je regarde. Alors, il ne le présente pas ici, ce qui m'étonne. Si, virer. Alors, en fait, on a plusieurs outils, virer light, virer object, ici. Virer utilities, donc il faut cocher tous ces éléments en fait qui correspondent à virer. Et surtout celui-ci, D'accord. puisque c'est le centre de contrôle, hein, enfin, Ok. de virer. Donc ça, on va trouver les barres d'outils ici, donc on les ferme et après on peut les disposer comme on souhaite, hein, dans l'interface. Alors, pour commencer, pour présenter l'interface, je vais commencer par le plus important en fait, c'est l'asset editor. On le trouve dans la première barre d'outils qui est ici. Je vais l'activer puisque c'est le centre de contrôle de virer. Alors, l'asset editor se présente sous cette forme. Avec différents, ce qu'on peut appeler onglets, on va dire plutôt, qui s'activent par des pictogrammes, ici, qui vont chacun traiter une tâche spécifique du D'accord. programme. On va avoir un premier onglet qui va travailler sur les matériaux. Donc, dès lors que vous commencez à travailler sur l'édition, la création de matériaux, vous allez choisir cette icône-ci. Il faudra faire attention aux petites flèches discrètes ici parce qu'elles amènent à d'autres outils. Donc pour les matériaux, par exemple, elles vous donnent accès à une bibliothèque. Donc une bibliothèque euh, qui est très très complète, hein, qui propose des matériaux de béton, de tissu, donc beaucoup beaucoup d'autres choses, hein, qui sont présentes ici. Émissives pour les matériaux luminescents, des sols, etc., etc. Donc beaucoup de bibliothèques qu'il faut télécharger dans un premier temps lorsqu'on on a intégré l'interface de Viré. Donc ici les matériaux et de l'autre côté les paramètres qui vont permettre de travailler sur les paramètres du matériau. Donc tout ça c'est ce que je verrai cet après-midi justement quand on commencera à avoir des textures en fait. D'accord. Voilà, donc je vais très rapidement parce que c'est une présentation globale. On a ensuite la gestion, après les gestions des matériaux, on a la gestion des lumières. Alors les lumières intègrent les lumières artificielles et le sunlight. Le sunlight n'étant ni plus ni moins que l'environnement que vous avez créé dans SketchUp, qui reprend en fait les données qui sont données par les ombres en fait, hein, de SketchUp. Et on verra on peut orienter différemment le soleil et puis ajuster les paramètres du ciel, puisque là on est sur un système réaliste, un environnement réaliste qu'il faudra paramétrer. Ensuite, on va trouver alors géométrie. Je ne vais pas en parler parce que je ne vais pas avoir le temps d'en parler pendant cette formation, mais c'est différents éléments que l'on peut intégrer dans Viré. Euh, Ici, vous avez alors ce qu'on appelle, et ça aussi, j'aurai pas, je pense, le temps où j'essaie de le faire si je fais un compositing dans Photoshop. On a ce qu'on appelle les render elements. Ce sont des passes de rendu que l'on intègre à notre image, c'est-à-dire on peut exporter notre image sous différentes formes. L'image elle-même, seulement les ombres par exemple, seulement les D'accord. réflexions, seulement la profondeur de champ. Voilà, donc c'est des choses qu'après on peut compiler dans Photoshop pour pouvoir ajuster très précisément tel ou tel aspect de l'image. Alors malheureusement, j'aurai pas le temps je pense, hein, quoique peut-être, on va voir si on avance bien. J'aurai peut-être pas le temps de voir tout ça. Par contre, je vous montrerai comment les enregistrer et je vous renverrai sur mes vidéos que j'ai faites sur le compositing que j'ai développé dans Photoshop sur YouTube qui reprennent en fait le même principe. C'est seulement que les D'accord. passes de rendu ne sont pas issues de Viré, mais elles sont issues d'Artlantis, mais c'est le même principe. Ok. Voilà, donc je verrai si j'ai le temps de montrer, sinon je vous renverrai vers ces vidéos. Euh,
les textures, donc c'est en lien avec les matériaux, donc ça, c'est en lien avec aussi l'environnement 3D. Donc on retrouve en fait le sunlight ici, mais c'est plus en lien avec l'image que l'on va mettre en arrière-plan. Alors, ce que je vais beaucoup développer aujourd'hui, ça va être donc les matériaux, lumière pour ajuster la lumière naturelle sur la scène pour faire en sorte que l'environnement soit correctement éclairé. Et, euh, et ici, les settings, donc ça, cette petite roue dentée est essentielle pour s'assurer du bon fonctionnement du rendu, c'est-à-dire si on souhaite un rendu très réaliste, donc on va pouvoir régler tout un tas de paramètres que je vous détaillerai ici, parce que c'est la partie la plus importante qui va induire la qualité de l'image future en fait. D'accord. Je passerai du temps là-dessus. Alors, ensuite on a la petite théière qui en fait qui nous indique qui nous donne la possibilité de lancer un rendu. On verra qu'il y a plusieurs types de rendus. Il y a ici la théière rendu interactive qui permet d'ajuster, de voir en temps réel le rendu. Donc je vous expliquerai tout ça. C'est tout l'avantage aussi d'autres logiciels comme Twilight. C'est-à-dire que vous avez un rendu qui se fait en temps réel. C'est-à-dire que vous pouvez tourner dans votre scène, vous pouvez vérifier votre lumière quasiment en temps réel, puisqu'il y a une toute petite phase de rendu. Mais ça permet de le faire en temps réel, tout simplement, et donc ça D'accord. facilite énormément les choses. Le, alors, le frame buffer, donc c'est un nom à retenir, puisque c'est la fenêtre qui ouvre. Je vais vous montrer un exemple ici. C'est la fenêtre qui va vous permettre de voir, visualiser votre rendu. Alors, je vais de suite montrer ce que je suis en train de dire. Dans les settings ici, je vais demander à choisir, je vais choisir plutôt un rendu interactif, c'est-à-dire que je puisse en temps réel voir mon image. Donc, je vais l'activer ici. Donc, je suis dans cet onglet settings. J'active interactive et je lance mon rendu interactif. Alors voilà ce qui se produit. Donc j'ai une fenêtre, bon ma fenêtre se réduit parce que mes paramètres de rendu sont plus petits que pour avoir un rendu plus rapide. Je vais quand même l'agrandir pour que vous puissiez voir ça un peu mieux. Je vais aller dans Setting ici et je vais aller dans Render Output pour changer la taille de mon rendu ici. D'accord. Donc là je vais mettre 1920 qui correspond à un Full HD. Voilà, donc je peux voir plus confortablement mon image. Alors comme je vous disais, il s'agit d'un rendu interactif, c'est-à-dire que quand je vais zoomer sur ma scène, ça va se faire en temps réel. Vous voyez, je vais tourner autour et tout se met à jour dans cette fenêtre avec une petite phase de rendu parce que nécessairement il faut, pour que Viré puisse calculer tout ça, il lui faut un peu de temps. Mais on a déjà une bonne idée de la température des couleurs, des textures, de l'éclairage global. C'est juste qu'il est le rendu est un peu bruité, il se redéfinit au fur et à mesure. Voilà. Alors, ça, le frame buffer, donc, qui s'active hein, par là, mais de toute manière, qui va s'activer quand vous allez lancer un rendu, qui soit progressif, c'est-à-dire pour un rendu définitif, ou interactif, comme je suis en train de faire ici, va ouvrir cette fenêtre, va ouvrir cette fenêtre qui s'appelle le frame buffer. Alors, vous avez là aussi deux volets sur le côté. Le premier qui va vous permettre de faire des captures, c'est une sorte de scène en fait, de SketchUp, mais des captures d'écran qui vont vous permettre de choisir et d'évaluer différents types d'éclairage, différents types de traitements photographiques que vous avez pu faire sur la scène. Alors, on est en présence devant un véritable outil de correction aussi, c'est-à-dire qu'on peut visualiser ce que l'on fait ici. On va pouvoir l'enregistrer évidemment, mais on va avoir ici des outils qui sont proches de ce qu'on peut trouver dans Photoshop pour faire ce qu'on appelle du color mapping
ou du post-traitement sur l'image, puisqu'on va pouvoir ajuster l'exposition de l'image, les couleurs. On va avoir tout un tas d'outils qui nous sont proposés directement dans Viré pour faire nos corrections couleurs, D'accord. sans avoir à passer par Photoshop. Parce que souvent, bon, l'ajustement se fait de manière c'est souvent des petites corrections que l'on fait qui sont pas forcément très complexes à faire. Donc autant les faire directement dans ce module-là qui est prévu pour ça. On a des systèmes de calque, de layers ici qui permettent par exemple, de travailler sur. Alors, pardon, je vais reprendre mes lunettes. Euh, les corrections, par exemple l'exposition, ça c'est la donnée la plus importante. On va pouvoir définir une valeur d'exposition dans le cas où on serait sous-exposé ou surexposé. Mais on verra qu'il y a beaucoup de choses ici. On peut travailler sur la balance des couleurs. Donc on va pouvoir retravailler nos couleurs grâce à ce petit module qui est très complet. Hein. Par D'accord. rapport à celui qui est proposé dans Arclantis, il est quand même très bien. Voilà, donc ça c'est pour la présentation de l'interface. Donc je vais montrer encore d'autres éléments de l'interface. Vous voyez que c'est assez copieux quand même, il y a beaucoup de fonctions Oui. qu'il faudra que je détaille. Je vais fermer le frame buffer ici. Donc on a vu les différents onglets, pas tous parce que je vais pas tous les traiter, mais essentiellement donc Materials, Light, euh, le fait de lancer un rendu et surtout les settings ici pour obtenir une image de qualité. Ensuite, alors je vais avoir différents outils qui apparaissent, alors qui vont souvent reprendre des choses qui sont déjà présentes ici. Euh, donc par exemple, là c'était l'asset editor, donc cette grande fenêtre pour virer. Ensuite, je vais avoir le render, donc je peux lancer le render ici, render interactif ici, donc basculer de l'un à l'autre ici. Ici, vous avez render with cloud group, donc cette cloud, pardon, ça permet de lancer un rendu quand votre machine ne dispose pas des ressources matérielles nécessaires, d'envoyer ça à Chaos Group, qui est l'éditeur du logiciel, qui eux-mêmes vont effectuer le rendu pour vous sur des machines beaucoup plus puissantes en fait. D'accord. Donc j'ai regardé un peu, alors visiblement il y a un système de crédit, donc je crois que c'est pas. Mm. J'ai essayé de voir si je pouvais le lancer, mais visiblement il faut payer quand même. Voilà, donc enfin, il faudra vérifier si c'est gratuit ou pas. Mais voilà, je sais pas si c'est bien intégré dans ma licence. J'ai vu que j'avais 20 crédits, alors je sais pas à quoi ça correspond. J'ai pris une licence à l'année qui me, qui m'a coûté. Alors il y a deux versions. Il y a une version qui coûte 300, autour de 300 euros pour l'année et une autre version qui coûte 600 euros, un peu plus 600 euros. La différence, c'est que vous avez, justement sur celle à 600 euros, ils vous proposent des crédits pour lancer des rendus. Alors c'est vrai que ça va très vite sur des scènes très complexes, ça permet de soulager notre ordinateur et de gagner du temps. Mais voilà, mais ça a un coût quand même. Et la version 600 ouvre la licence à d'autres logiciels. Comme je forme sur Rhino, par exemple, j'avais besoin de virer pour Rhino, virer pour Revit aussi. Voilà, donc ça explique le prix de la licence. D'accord. Alors, voilà, donc c'est Render with Cloud, Cloud. Virer Vision, je l'ai pas encore, je l'ai pas encore bien regardé, mais il semble que ce soit un système de visite virtuelle. C'est-à-dire que on peut naviguer dans la scène en temps réel avec les textures euh, qui sont déjà posées, les lumières. Je l'ai pas encore bien exploité, mais voilà, ça permet de se déplacer un peu à la manière d'un jeu vidéo en fait, avec la souris, observer la scène, on peut partager, j'ai vu avec d'autres personnes aussi cette scène, donc ça permet tout simplement de faire visualiser à des personnes tierces votre projet. D'accord.
avec la qualité de virer, puisque je l'ai juste ouvert une fois et c'est vrai on a un rendu qui s'approche du rendu photoréaliste. Je vais laisser passer Viewport Render, c'est le. Alors, ça vous permet normalement d'afficher votre scène au lieu de voir votre scène virée ici, votre scène SketchUp, ça vous permet de visualiser votre scène directement virée. Ça affiche le rendu viré dans votre fenêtre SketchUp. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas mis en route. Frame Buffer, on le retrouve ici. Donc, Frame Buffer peut s'activer de cette manière. Ok. Alors, je connais pas tous les outils. Hein. On a alors Enable, il y a des widgets, je les ai pas encore regardés. Ça c'est pour enlever les matériaux qui sont posés sur les objets. Alors ces outils-là, True Planar Projection, Spherical Projection, justement nous aident et on verra comment l'exploiter pour les textures, nous aide à mapper les textures sur les objets et notamment sur les objets courbes. On a des systèmes de mapping qui seront plus performants que SketchUp pour habiller par exemple une sphère, pour habiller un cylindre. Donc on a des outils qui vont nous permettre de travailler un peu plus facilement que ce que permet SketchUp, hein, tout simplement, dans le mapping des textures. Infinite Plane, c'est lorsque vous n'avez pas créé de plan dans SketchUp, Virer vous propose de créer un plan infini. C'est juste pour avoir un sol infini dans votre scène. Alors, Export Proxy, alors je l'ai testé il y a quelques jours, permet de faire des versions allégées d'un élément. Alors, en architecture, on n'en a peut-être pas forcément besoin, mais par exemple en paysage, lorsqu'on travaille avec beaucoup d'objets, notamment des arbres, des plantes, des éléments qui sont très riches en polygones, on rencontre des difficultés dans SketchUp, tout simplement parce que SketchUp où la machine ne peut pas supporter tous ces polygones. Donc ce que propose Virer, c'est de créer une version très allégée de l'arbre, par exemple, et donc on ne voit dans notre scène SketchUp que quelques polygones, mais en réalité, le fichier est enregistré, donc l'arbre est enregistré dans un dossier, et Virer fait appel à lui seulement au moment du rendu. C'est-à-dire que quand vous lancez un rendu, vous voyez l'arbre avec tous ces détails qui est présent dans la scène. Donc j'ai testé ça j'ai copié 150 fois un arbre en le mettant en proxy, justement, en l'enregistrant en tant que proxy. Et effectivement, donc j'avais une scène très légère, je pouvais tourner autour sans saccade. Et le rendu, au moment du rendu, j'avais réellement mes arbres complètement définis. Ok. Donc là, ça permet d'importer et d'exporter des scènes, des proxys par ce biais-là. Alors, Fur, c'est une nouveauté, il me semble. Je ne l'ai pas encore testé. Ça vous permet de créer de véritables textures de moquettes, de tissus. C'est-à-dire que vous allez pouvoir contrôler par exemple pour des tapis, alors j'ai pas les termes, mais avec des brins très longs, des choses comme ça, vous allez pouvoir directement, plutôt que faire une texture qui ressemble vaguement à de la laine ou des choses comme ça, il va directement le modéliser. Ça sera des vrais brins de laine qui seront modélisés. J'ai essayé, bon, c'est assez lourd à traiter, mais une fois que le rendu est fait, c'est vrai que c'est assez joli parce qu'on a vraiment la sensation de la matière par ce biais-là. D'accord. Donc, ça, je ne les ai pas explorés encore. Ici, vous avez alors des choses qui sont importantes pour l'architecture, notamment d'intérieur. Vous avez toutes les lumières artificielles.
à savoir, alors, Rectangle Light qui fait des plans de lumière, ce qui permet d'avoir une lumière très diffuse. Par exemple, dans une scène d'intérieur, s'il n'y a pas assez de lumière, par exemple, pas assez une petite fenêtre, des choses comme ça, vous allez voir que votre rendu est très sombre, hein. Et les plans de lumière vont ramener un peu de lumière dans votre intérieur. D'accord. On a des sphere light, donc c'est des lumières omnidirectionnelles. Des spotlights, des lumières directionnelles. Donc, quand vous dessinez des spots, par exemple, vous pouvez les matérialiser par des spotlights ici. Euh, IES Light, ce sont des lumières qui reprennent des caractéristiques réelles de lumière qui sont prises auprès de fabricants. C'est-à-dire que vous pouvez demander à des fabricants de vous fournir des fichiers IES de manière à ce que quand vous installez une lumière, cette lumière-là ait la même caractéristique que celle du fabricant, en termes de Ok. lumen, de Oui. température, de couleur. Voilà, donc on a quand même pas mal d'outils. OmniLight, il fonctionne manière assez similaire à Spherelight. J'ai pas vu la différence entre les deux encore. Dome Light, c'est pour créer une lumière diffuse en fait. Ça crée un dôme de lumière, ça éclaire votre scène de toutes parts. En général, ça vous donne une lumière très douce, enfin des ombres très douces en fait. Ça estompe les ombres justement. Euh, Ça, je l'ai pas encore exploité. Voilà pour les outils de montrer rapidement. Donc, je vais vous montrer maintenant comment on peut exploiter tout ça. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Non, pas pour l'instant, ça va. ça va? Oui. Alors, je continue. Alors, je vais démarrer une scène. Alors, je vais lancer un rendu. Alors, donc, j'affiche mon viewport ici. Alors, je vais régler la chose la plus importante en image 3D, c'est la lumière en fait. On commence par ça. Il faut s'assurer que la scène soit correctement éclairée. Pour le moment, ma scène, elle est éclairée par le soleil de SketchUp. Alors, il s'agit de la localiser cette lumière dans notre asset editor. On va trouver ça dans Light, ici. Voilà. Je trouve Sunlight. Si j'ai fait plusieurs scènes avec des ombres différentes, eh bien, je vais trouver mes différents Sunlight ici. Puisque, en fait, tout est lié, hein. Les scènes de SketchUp sont liées aux, aux paramètres de virée, hein. Tout ça se fait de manière transparente. Tout comme les matières, elles sont directement associées dans l'éditeur de matériaux ici. D'accord. Alors, le Sunlight, je vais en parler un peu. Je vais vérifier que je sois sur un rendu interactive. Donc là, il est bien activé ici. Euh, donc là, je reviens là-dessus. Ça veut dire que c'est plutôt le processeur qui va prendre en charge les calculs ou, ou, ça va être la carte graphique. Selon ce qu'on a un bon processeur ou une bonne carte graphique, on va choisir ça. D'accord. Je regarde si ma carte graphique travaille mieux. Donc je me mets sur CUDA ici et je repars sur mes lumières. Alors le Sunlight, j'ai un Sunlight pour le moment parce que j'ai qu'une scène dans SketchUp. Alors je vais essayer de réduire, si je peux réduire ça. Je voudrais juste enlever ça. Parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Ah, voilà. Je vais pas faire de correction encore.
je vais plutôt travailler ici. Alors, la lumière. Donc là, je vais détailler la lumière globale de ma salle. C'est la première chose à faire après le point de vue, hein, une fois qu'on a bien contrôlé son point de vue. On s'occupe de la lumière naturelle. Alors, on va avoir pour le sunlight des paramètres. Si on ne choisit pas custom orientation, c'est l'heure qui est donnée par SketchUp. D'accord? D'accord. Si je veux contrôler ma lumière, je vais activer ceci. Alors, je m'attendais à ce que ça se mette à jour ici. Il aurait dû me mettre ça à jour. Alors, voilà. Alors, je vais peut-être changer la qualité parce que ça va être un peu long. Donc, en temps réel, je vais pouvoir contrôler l'azimut et l'altitude de mon soleil. Donc, l'orientation. Alors, on a une visualisation hein, qui se fait ici. L'orientation du soleil. Donc, là, il est à son zénith. D'accord? Je vais mettre là. J'ai une lumière qui apparaît ici puisque j'ai une grande baie vitrée, enfin, une fenêtre de toit en haut ici. Et ensuite, on a l'orientation du soleil. D'accord? D'accord. Alors, je vais prendre ça. Je vais ajuster un petit peu ma caméra pour voir un petit peu mieux ma scène ici. Donc, à chaque fois que je fais un mouvement, hein, il y a une redéfinition de l'image qui se produit. Donc, Custom Orientation permet de régler l'altitude, l'azimut et l'orientation du soleil. On va trouver également, donc là j'ai fini avec ce paramètre-là, Color and Intensity, pardon pour mon anglais catastrophique, Color and Intensité. Color va me permettre de choisir une couleur dominante. Si je veux, par exemple, réchauffer un peu ma scène, je pourrais choisir une couleur un petit peu jaune-orangé pour baigner cette lumière d'une lumière jaune-orangée. D'accord? Donc ça permet de travailler sur... là, par exemple, si je veux faire une scène plutôt bleutée, je vais choisir ceci. Voilà. Ici, on a toutes les infos en RGB. On a également la teinte saturation, comme dans Photoshop, ici. Donc, on peut vraiment régler ça comme on ferait dans Photoshop. Ici, on a la température qui est exprimée en Kelvin, température des couleurs. Donc, plutôt bleu, plutôt jaune-orangé, ici. Je vais aller vers quelque chose d'un peu plus jaune-orangé ici. Et je ferme. La couleur, l'intensité de cette lumière. D'accord? Donc si je veux plonger ma scène dans l'obscurité, ben, j'ai plus qu'à éteindre ça. Alors, il restera toujours un peu de lumière parce que c'est le ciel qui va donner cette lumière. Évidemment. Alors, il y a la couleur, il y a l'intensité. Alors, excusez-moi, l'intensité, c'est plutôt là. Hein. Ça, c'est le... alors, comment expliquer? Vous avez deux choses. Quand vous éclairez une scène par l'environnement, il y a deux choses qui se produisent. Il y a la lumière globale, c'est ce qu'on appelle l'illumination globale en fait. Ce sont tous les phénomènes de lumière qui se produisent dans la scène. C'est-à-dire que le ciel va amener une couleur, par exemple. La lumière va rebondir. Ce sont des photons en fait qui sont propagés dans la scène,
qui vont rebondir un certain nombre de fois dans la scène. C'est ça qui va donner la lumière globale, ce qu'on appelle l'illumination globale. Et vous avez une deuxième chose pour la lumière, c'est celle du soleil. C'est la lumière directe, en fait. La lumière directe va créer des ombres franches. C'est la lumière qui tape directement sur les objets pour les éclairer. C'est ce qu'on voit ici. Ce que vous voyez ici, c'est le ciel, le soleil, qui vient marquer, donc qui est bloqué par le toit, qui vient marquer les ombres. Ça, c'est la lumière directe. Et la lumière indirecte, c'est tout ce qui se passe, toutes les nuances que vous allez pouvoir obtenir dans les éclairages. Ce sont les rebonds de lumière, les photons qui circulent dans la scène. C'est des photons virtuels. Hein. Donc tout ça se règle par la couleur ici, plus ou moins importante. C'est pour la lumière globale, on va dire, l'illumination globale, et ici pour éclairer plus ou moins votre scène. Donc si je ferme tout ça, si je veux obtenir une pénombre, je vais obtenir quelque chose comme ça. Alors, je vais revenir sur quelque chose de plus lumineux. Il faut faire bien attention à une chose, c'est surtout vérifier les zones d'ombre et les ombres de lumière. Ça, c'est essentiel c'est valable pour n'importe quel logiciel. Il faut bien caler cette lumière de manière à ne pas cramer les zones claires et ne pas boucher les ombres, hein, pour avoir quand même un peu de détail ici. C'est important ceci si vous voulez reprendre votre image dans Photoshop pour après réajuster vos lumières. Alors, Size Multiplier, c'est ce qui va permettre d'obtenir des ombres plus ou moins douces ici. Alors ça demande un calcul plus long, mais vous voyez que le fait de déplacer ce curseur vers 10 ici, les ombres sont beaucoup plus estompées. Ouais. D'accord ? Donc ça, c'est si vous voulez obtenir plus de réalisme aussi dans votre scène, vous pouvez utiliser ce paramètre. Si on veut des ombres plutôt dures, on descend ce paramètre, donc ça nous crée des ombres très nettes ici. D'accord. Alors. Donc je pousse le size multiplier pour obtenir des ombres plus estompées. Alors, ensuite, bon, j'ai pas encore trop détaillé ça, mais les sky, on a différents types de ciel. Bon, j'utilise celui qui est donné par défaut. Vous avez turpidité, donc il va donner, on va dire, une luminosité différente à votre ciel. Alors, il vaut mieux regarder ça ici pour comprendre comment il fonctionne. Si je descends la turpidité, donc là je vois le ciel bleu, on a du bleu qui arrive sur la scène. Et si je le passe à fond, on a une lumière qui est beaucoup plus dure en fait, beaucoup plus, qui a moins on a moins de, comment dire, de radiosité. Enfin, ce qu'on appelle la radiosité, c'est les échanges de couleurs. On a moins de bleu sur notre scène, par exemple. C'est-à-dire que la couleur du ciel a moins d'impact sur ma scène. Vous voyez, ici, on est sur quelque chose d'un peu plus neutre. Bon. Donc moi, je n'aime pas trop la couleur bleue comme ceci. Donc je vais plutôt la mettre ici. Et ozone, je crois que ça joue sur la qualité de l'air, en fait, plus ou moins brumeuse ou pas, il me semble. D'accord. J'ai pas encore bien testé ça. Ensuite, vous avez ground, c'est le sol en fait. Hein. Donc ça va donner plus ou moins de présence au sol à l'arrière-plan en fait. Donc je vais pas y toucher. On peut changer aussi la couleur du sol ici. Voilà, donc ça va influer sur votre image. Donc c'est première chose qu'il faut faire, c'est déjà voir votre scène, si c'est une scène d'intérieur, voir comment la lumière tombe, ajuster les ombres et essayer d'obtenir un éclairage selon l'esprit que vous voulez donner à votre scène.
Voilà, donc il faut bien travailler cette partie-là, l'éclairage, par le biais de l'éclairage naturel. Donc il faut se rappeler que le ciel a une incidence aussi. On va avoir des ombres plus ou moins dures, donc ça va avoir un impact immédiat sur, sur votre image. Si vous choisissez des ombres dures, des ombres douces, ça va donner des rendus très très différents. Donc c'est selon l'esprit du projet qu'il faudra ajuster tout ça. D'accord. Alors, euh, donc, ici on a des options. On peut voir avec et sans les ombres ici. J'ai pas encore testé ça. Les ombres affect diffuse et affect spécular, ça veut dire que les ombres vont agir sur le canal diffus. On verra ça sur les textures, sur les images en fait, sur vos textures elles-mêmes. Donc elles auront un impact ou pas. Et spécular, c'est la lumière très vive qu'on trouve sur certains objets. C'est les brillances sur les brillances. Donc ça va avoir l'ombre aura un impact sur ces spéculars aussi. Les caustiques, c'est un peu particulier. Ce sont des phénomènes qui se produisent lorsque vous travaillez avec des objets, par exemple du verre. On a des systèmes de convergence de lumière. Euh, L'exemple le plus simple, c'est une piscine. Vous voyez une piscine, quand vous avez la lumière qui passe à travers une piscine, vous avez des motifs lumineux qui apparaissent au fond sur le liner, des sortes de fils blancs qui sont assez jolis. C'est des phénomènes de convergence de lumière euh, sur, euh, sur les sols. On voit ça en bijouterie aussi, si vous regardez des présentations de diamants, de rubis. Ils sont souvent présentés, alors l'éclairage est étudié de manière à ce qu'il y ait beaucoup de caustique sur les réflexions. Donc on a ces phénomènes brillants sur les sols qui correspondent à des convergences de lumière. Voilà, donc ça c'est vraiment pour rentrer dans les détails. Euh, voilà, cette partie-là est importante. Comme je vous disais, c'est la première chose que l'on fait pour régler la scène, l'illumination de la scène. Euh, si ça ne nous convient pas, on a les outils de post-production ici qui vont nous permettre de régler alors un certain nombre de choses. Alors je vais enlever ce que j'avais déjà mis. Lens Effect, Denoiser. Voilà. Donc en principe on a tous ces éléments sont des calques en fait qui sont superposés comme dans Photoshop en fait. Vous avez display correction joue sur l'exposition, vous voyez. Donc justement pour essayer de vérifier qu'il n'y ait pas de zone cramée sur l'image. Donc on va pouvoir réajuster l'exposition grâce à ça, d'accord. Bon, il y a différents modes. Il y a le plus simple à utiliser sera sRGB ici, mais on va trouver gamma aussi. Alors gamma va fonctionner légèrement différemment. C'est ce qu'on appelle du tone mapping aussi, ce que je suis en train de faire. Donc on règle l'exposition globale de notre scène. Donc à éviter ceci évidemment et à éviter ça évidemment. Souvent ce que je fais c'est pour me donner de la marge de manœuvre, dans Photoshop, je reste sur des valeurs relativement ternes, entre guillemets, parce que je sais que dans Photoshop, je vais pouvoir jouer sur les niveaux, sur les masques, sur tout ça. Donc, je ne suis pas obligé de passer directement sur une exposition qui ne me donnerait pas de marge de manœuvre après dans Photoshop. Donc, je descends légèrement ces éléments. Donc ça, c'est pour display correction. Bon, il y a différents éléments. Lens Effect, c'est par rapport à la profondeur de champ, mais il faut pour ça avoir paramétré la caméra. Denoiser, c'est ce que propose depuis peu Viré. C'est un système qui permet de nettoyer le bruit issu du rendu, puisque vous allez voir que plus
vous allez avoir souvent des problèmes de bruit. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'écran Si, si, je vois. des petits points, voilà. Donc, ces points sont difficiles à complètement à enlever parce que c'est le fait du rendu qui nécessairement va donner ces points. Donc, Viré propose un denoiser pour justement estomper ces points tout en maintenant bien les arêtes vives à l'écran. Donc, on peut le contrôler ici. Ceci dit, on a dans Photoshop aussi des outils pour le faire. Voilà, donc si on veut régler, par exemple, en post-production, la lumière, on passe sur Display Correction, ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire même pendant qu'il est en train de calculer son rendu. Et enfin, si je veux rajouter d'autres effets par-dessus, enfin d'autres calques, je vais ici, Create Layer, qui va me permettre de mettre un arrière-plan, de travailler sur la balance des blancs, par exemple, ici. Donc ça me rajoute un calque et je vais pouvoir changer la température de ma scène. D'accord? D'accord. Donc c'est des outils de post-production. C'est de neutraliser un petit peu ça. On va trouver, bon, les courbes, ce sont des courbes, elles sont pas évidentes à utiliser. Hue Saturation, donc qui reprend en fait les teintes de saturation de Photoshop pour si on veut désaturer notre scène, par exemple si je veux obtenir un rendu comme celui-ci, ou choisir quelque chose de plus saturé. Voilà. On a également Exposure qui donne plus d'outils que ce qu'on a vu tout à l'heure avec Display Correction, puisqu'on on a l'exposition, mais on a aussi le contraste. Donc on peut contraster plus ou moins notre image grâce à ça. Donc, je vais essayer de ne pas aller trop loin. Voilà, donc une fois que la scène est réglée, alors là je vais masquer ce que j'ai fait dans Exposure. Une fois que la scène est réglée, on peut l'enregistrer. Alors là, je suis en rendu interactif. Je vais vérifier que. Vous voyez ici, donc je reviens sur mon Asset Editor. Je vois qu'il continue à calculer en fait. Donc plus, si je ne bouge pas ma scène, plus je laisse passer de temps, plus il va faire un rendu de qualité en fait. Il pourrait calculer toute une nuit l'image et on aurait de plus en plus de qualité qui apparaîtrait à l'image. D'accord. C'est ce qu'on appelle le rendu progressif. Alors, si je veux enregistrer ma scène, avant de l'enregistrer, je vous montre ce qu'on a ici, puisque vous allez trouver ici les passes de rendu. Pour le moment, j'ai que RGB Color. C'est en fait ce sont les constituantes de mon image. Rouge, vert, bleu, ce sont les éléments de mon image. Vous avez aussi, et ça c'est intéressant, vous avez alpha qui apparaît, donc qui vous permet de sortir une couche alpha pour l'utiliser après dans Photoshop, pour faire du détourage, pour mettre un ciel par exemple. Alors, je reviens sur RGB Color. Alors, je vais montrer la scène ici. Je vais enregistrer ce que j'ai vu, ce que j'ai ici, et je vais choisir un format. Alors, contrairement à SketchUp, Twilight et d'autres logiciels, Viré me propose des formats qui sont beaucoup plus riches, notamment le format OpenEXR, qui permet de travailler sur un codage couleur, enfin une profondeur de couleur de 32 bits par couche, ce qui offre un panel de possibilités de retouches beaucoup plus importantes en fait, que ce que permet une image en 8 bits par couche. Donc ça s'appelle le format EXR qui est très très puissant pour justement faire des traitements de couleurs très, très évolués. Alors je vais simplement l'enregistrer en tant que formatif ici.
Voilà, je vais créer un dossier que je vais appeler rendu viré. Enregistrer. Alors, tant que j'y suis, puisque je vous ai montré, je vais utiliser l'alpha et je vais également l'enregistrer pour pouvoir. Bon, là, c'est pas très intéressant, mais dans d'autres cas, c'est par exemple pour des barrières, des choses comme ça, des choses qui sont situées derrière des éléments qui sont complexes ou des stores, par exemple. C'est extrêmement intéressant d'avoir cette couche alpha pour justement détourer le ciel qui est derrière, par exemple. J'essaie de montrer un exemple un peu plus probant cet après-midi. D'accord. Donc je vais enregistrer cette scène, c'est pour Chanel. Je vais aussi l'enregistrer en TIFF et je vais l'appeler B. J'ai une grande imagination ce matin pour nommer mes, mes fichiers, donc je vais enregistrer ça. Alors Photoshop, je vous montre rapidement le type de post-prod qu'on peut faire. Je vais essayer de faire fonctionner comme ça au fur et à mesure pour vous montrer l'incidence que ça a avec les autres logiciels. Je vais lancer Photoshop. Donc là, je vais faire dans Photoshop de l'ajustement tonal avec les niveaux. Je vous ai montré quelques de réglages, il me semble. Hein. Oui. Voilà. Bon, je vais remontrer ça et voir comment on peut l'exploiter justement. Alors, je vais ouvrir mes deux passes de rendu. On appelle ça des passes de rendu, hein, du coup, qui est l'alpha et le RGB color. Oui. Alors, donc là j'ai mes deux images. Je vais regarder ça à 100%, mais ouais. Alors, je vais juste remettre un peu d'ordre dans mon interface, espace de travail, JC simple. Voilà. Alors, je montre déjà comment tout simplement utiliser la couche alpha de ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une image en noir et blanc. Je vais l'utiliser comme masque. CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour copier, et CTRL V pour coller. Je vais exploiter ça pour faire un masque de fusion, pour pouvoir mettre un ciel par exemple. Hein. Donc je me mets sur le calque, je vais sélectionner la baguette magique, je sélectionne ce qui est noir et je reviens sur mon calque. Non, pardon. Je sélectionne ce que je veux garder, donc je garde ça. Je vais sur mon arrière-plan, ça j'en ai plus besoin. Donc j'ai ma sélection qui correspond bien à ça. Vous imaginez s'il fallait passer derrière les barreaux ici. Donc là je fais un masque de fusion pour avoir la possibilité d'intégrer un ciel par la suite. Voilà. Si ça me convient, je fais un masque de fusion. J'applique mon masque de fusion. Ça, j'en ai plus besoin, je peux le mettre à la poubelle. Alors, je vais juste montrer un exemple de travail sur les ombres et la lumière par le biais de Photoshop. Je vais utiliser pour ça un calque de réglage. Nouveau calque de réglage.
et je vais utiliser niveau. Alors, là j'ai un histogramme qui m'indique que ici, je n'ai aucune information et dans les tons foncés. Et ici, j'ai pas d'informations sur les tons clairs. Ça veut dire que euh, dans ma scène, il n'y a pas de zone complètement noire et ni des zones complètement blanches ici. Ça veut dire que j'ai de la marge de manœuvre. C'est pour ça que j'ai fait attention tout à l'heure lorsque j'ai ajusté mon exposition pour justement avoir cette marge-là pour faire exactement ce que je veux. Donc je peux assombrir ici. Je vais pas trop loin sinon ben là je bouche les ombres. Je vais aller ici. Et puis je vais éclaircir ma scène. Donc ça me permet comme ça d'avoir un contrôle sur ma scène. Alors, l'intérêt de travailler avec les calques de réglage, c'est que je peux, si je veux, pousser un peu les curseurs pour obtenir quelque chose d'encore plus contrasté, si je veux. Et je peux demander à ce que, là par exemple, j'ai cramé mon image, on le voit, bon, je vais vraiment accentuer pour montrer ce que je fais. Ici, je vois que j'ai perdu tous les détails, mon image est complètement cramée. Comme j'ai un masque de fusion, enfin un masque qui est apparu avec mon calque de réglage, ici, je vais pouvoir peindre dessus. C'est-à-dire que je vais pouvoir peindre du noir pour bloquer le passage à certains endroits, là où je ne veux pas que ça soit cramé. Et donc, ça veut dire qu'on peut ajuster exactement la lumière comme on veut, en fait. Donc, je me mets là-dessus, je prends le pinceau, je choisis une forme adaptée. Voilà. Et surtout, je me mets sur une opacité très faible pour pouvoir revenir plusieurs fois dessus. Je mets du noir ici. Et je vais pouvoir, à certains endroits, vous voyez, pardon, je vais mettre un pinceau avec des bords estompés. Donc je descends la luminosité, la dureté ici au minimum. Donc je peux comme ça repartir sur mon image pour justement éviter d'avoir ces zones complètement cramées, donc retrouver un peu de détails sur cette partie-là. Bon là c'est pas très visible parce que j'ai pas mis de texture, on voit pas vraiment ce qui s'est passé, mais vous voyez que ça, au fur et à mesure que je suis en train de peindre, c'est en train de s'assombrir à cet endroit. Ouais. Voilà. Donc localement, on peut éclaircir, assombrir en dosant l'effet de notre niveau ici. Voilà, donc c'est tout l'intérêt de travailler avec des calques de réglage. Voilà, donc c'est un exemple de traitement d'image que l'on peut faire par la suite. Alors, on verra aussi qu'on pourra exploiter les arêtes de notre modèle filaire de SketchUp pour pouvoir vraiment contrôler l'endroit où on souhaite travailler. J'essaie de montrer un autre exemple. Par exemple, je vais faire un autre calque de réglage. L'avantage du calque de réglage, c'est qu'on voit avant-après, d'accord? Donc là, c'est beaucoup plus contrasté. Alors, calque, nouveau calque de réglage. Par exemple, je vais choisir balance des blancs. Ça va être filtre de photo, par exemple. Voilà, qui va réchauffer ma scène, ici. Et là encore, je vais pouvoir dire, ben, par exemple, ici c'est plutôt des tons chaleureux, et puis je voudrais retrouver, comme il y a le ciel qui apparaît ici, je voudrais remettre un peu de bleu, de ton un peu moins chaleureux ici, pour simplement doser la balance des blancs à certains endroits, plus coloré ici, un peu moins coloré là. Donc je vais pouvoir travailler toujours avec le pinceau. Je vais changer de pinceau parce qu'il n'était pas bon, ce que j'ai utilisé.
Donc là encore, je vais bloquer le passage de mon calque d'effet, mon calque de réglage. J'ai du noir ici, je me mets à 9% ici, c'est bon. Et j'ai bien la couleur noire ici. Donc vous voyez, je ne sais pas si on voit bien parce que je m'y reprends à plusieurs fois, mais à l'endroit où je peins, euh, la couleur jaune orangé commence à s'estomper. Voilà. Ça me permet comme ça de, vous verrez certaines images, notamment des démonstrations de compositing faites, des post-traitements faits sur des images d'intérieur. On voit cette notion-là, on voit du bleu, par exemple quand c'est près d'une baie, on a une dominante bleue qui arrive sur l'image, et puis lorsque vous avez des lumières dans la scène, il est traité plutôt avec des couleurs jaune-orangé. Et D'accord. ce dosage se fait par ce biais-là. Alors, je m'aperçois que mes niveaux sont trop forts ici, donc je vais calmer le jeu ici, au niveau de la lumière, pour retrouver un peu plus de détails. Alors, ça, c'est ce qui va donner, ce que je suis en train de faire, plus de naturel à votre image. C'est-à-dire qu'on va progressivement avoir de moins en moins la sensation d'être devant une image de synthèse, puisque en fait, vous allez pouvoir doser la lumière aux endroits que vous voulez de manière moins uniforme que ce que fait Virer par défaut. Par exemple, ici, je peux retravailler aussi ma lumière, mettre des zones plus sombres, plus claires ici. Donc, avec ces niveaux-là, on va pouvoir contrôler un peu davantage la lumière et la rendre plus naturelle sur la scène. Voilà, donc c'est un exemple de post-traitement de l'image. Donc, ce qui est important dans ce que j'ai dit, c'est l'image de départ. Il faut qu'elle soit relativement neutre, on va dire, pour qu'ensuite on puisse amener ces touches couleurs, ces mises en, ces ajustements de couleurs et de valeurs dans l'image. Alors, je repars sur Virer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça va? Non, non, pour l'instant, ça va. Alors, l'image ne montre pas grand-chose, donc forcément, c'est pas époustouflant comme démonstration, mais bon, avec des objets, avec des scènes, avec des matières plus élaborées, ça serait peut-être plus parlant. Alors, je vais réduire ceci. Je vais remettre un RGB Color. J'ai pas regardé dans Photoshop ce qu'il m'avait donné. On verra tout à l'heure. Je sais pas s'il me l'a codé en 8, 16 ou 32 bits par couche. Peut-être qu'il m'a donné ça que par 8 bits par couche. Donc j'ai moins de marge de manœuvre aussi. Alors, on a vu en détail le Sunlight. Ouais. D'accord. On a vu que mais ça c'était quelque chose d'important pour l'illumination de ma scène, donc à bien caler dès le début. On a vu aussi qu'on pouvait faire une reprise en post-production via les layers qui sont donnés ici pour réajuster le tone mapping des images ici. Et on a vu la post-production de ces images directement dans Photoshop. De la lumière, j'ai traité que de la lumière et un petit peu des couleurs. Je vais m'attarder maintenant sur cette partie-là, qui sont les settings. Je vais détailler maintenant ces settings comme j'ai pu le faire avec les lumières ici. Alors, lorsque je suis dans les settings ici, là encore, j'ai un volet ici à droite qui va me donner plus d'options encore pour les settings. Donc je déroule ce volet pour avoir accès à d'autres fonctions.
C'est rangé en panneaux, en fait, qui sont déployables comme ceci. Alors, je vais commencer par Render, qui est le plus important. Render va déterminer la qualité de ma sortie, en fait. Alors, ici, j'ai pas accès aux paramètres parce qu'il continue son rendu. Vous voyez, comme il est en progressif, donc il continue à calculer. Donc, je vais arrêter mon rendu progressif. Voilà. Pardon, mon rendu interactif. Je vais désactiver rendu interactif ici pour passer en mode progressif ici. En progressif, ça veut dire que quand je vais lancer un rendu, je vais utiliser cette théière-là, la théière sans la petite flèche ici. C'est un rendu qui va prendre en compte tous les paramètres que je vais pouvoir donner ici, plus ou moins de qualitatif, je vais pouvoir paramétrer. Donc se rappeler que le rendu interactif c'est celui-ci, donc qui se fait en temps réel, et ça c'est pour le rendu définitif que je vais vouloir enregistrer après sur mon disque dur. Vous avez vu qu'on peut quand même enregistrer même si on lance un rendu interactif, Oui. progressif on peut le faire également. Alors je vais parler de qualité. Alors, Engine, c'est savoir si Viré exploite votre processeur ou s'il exploite pour faire son calcul la carte graphique. Donc c'est selon les capacités de la machine. Je vais laisser CPU ici. Je suis en mode progressif et ici on a quelque chose de très simple pour régler la qualité de notre rendu. On a un simple curseur qui nous permet de choisir Low, Low+, Medium, Quality, Height et Height+. Donc ce sont des qualités qui sont préconfigurées, qui vont prendre plus ou moins de temps. Si par exemple vous faites des rendus Low, vous allez avoir un rendu très rapide. Donc là je vais lancer un rendu très rapide, mais qui ne sera pas de grande qualité. Ouais. Voilà. Donc là j'ai lancé le rendu, on voit que c'est très bruité, que c'est pas l'idéal ici. Mais ça donne quand même une idée de l'illumination de la scène. Voilà. Donc ça prend un certain temps. Le rendu prend un certain temps pour se faire. Donc je vais mettre en médium. On va regarder ce qui se passe ici. Donc vous allez avoir une jauge ici qui vous montre l'état du rendu. Donc il faut attendre la fin de ce processus pour avoir l'image finale. Ouais. Il va faire plusieurs passes de rendu, donc pour accéder à plus ou moins davantage de qualité. Là on est à la passe 1. Bon, ça passe à 12. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup encore parce qu'on est qu'en médium. Voilà, il a terminé lorsqu'il nous donne finished ici. Alors, je vais enlever certaines choses. Voilà, je vais enlever la correction. Alors, je m'aperçois que c'est quand même très, très, euh, très cramé là, ici. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, la qualité, donc, médium, médium plus, height et height plus. Je suis étonné de voir qu'il y ait autant de lumière. Alors, je vais revenir sur mon environnement.
ici. Je reviens sur le sky et dans color et intensité, je vais descendre un peu tout ça. Je relance un rendu avec les paramètres que j'ai choisis. Alors vous allez voir que c'est beaucoup ça, hein. Enfin, le rendu dans... Enfin, vous avez dû tester, j'imagine, Oui. sur Twilight. On fait des essais. Donc les premières choses avant d'aller travailler sur le color mapping ici, hein, ou le tone mapping, on ajuste le paramètre ciel. C'est lui qui va nous donner la luminosité globale. Donc on ajuste la couleur, l'intensité. Donc je peux augmenter un peu l'intensité et relancer un rendu. Là, j'arrête celui-ci qui n'était pas terminé. Donc, voilà. Donc, il faut évaluer sa scène par le biais de l'éclairage naturel. Voilà, vérifier qu'on n'ait pas de zone trop cramée. Alors, on n'a pas accès aux paramètres tant que le rendu n'est pas fini. Donc, je vais attendre un peu. Est-ce que ça va? Bon, l'eau Oui. plus, c'est bon. Oui, ça va. Ces réglages sont repris de manière beaucoup plus complexe ici, en fait. Tout ce qui concerne le rendu de la qualité ici va avoir une incidence sur les curseurs qui sont ici. Donc, c'est assez complexe à manipuler. J'essaierai d'en donner quelques-uns, mais je les connais pas tous, hein. Mais je vous donnerai quelques indications ici. Alors, on a vu la qualité. Alors, Update Effect, ça c'est c'est quand vous avez mis des effets pour qu'ils se mettent à jour à la fin. Je crois que, par exemple, si on met la profondeur de champ, elle se met à la fin. Je crois que c'est lié à ça. J'en suis pas sûr parce que je l'ai pas testé encore. Denoiser, c'est ce dont je vous parlais, c'est pour permettre à Viré d'appliquer un filtre sur votre image pour enlever le grain sur l'image. Donc souvent on monte, il n'est parfois pas nécessaire de monter en très haute qualité ici, sachant que le temps de rendu est beaucoup plus long. On peut rester sur du low plus ou du medium et Viré va s'occuper avec le denoiser d'essayer d'enlever le grain qui est apparent à votre image, dans votre image. D'accord. Voilà, donc ici, alors pour parler des différents curseurs, je ne les ai pas encore tous testés, mais vous avez de quoi travailler. Noise limit, c'est justement pour éviter qu'il y ait plus de bruit. Donc on peut régler ce paramètre-là, c'est-à-dire qu'en l'augmentant, ça va augmenter le temps de rendu, mais ça va permettre d'avoir un meilleur rendu et quelque chose de plus lisse en fait. Anti-aliasing filter, alors c'est en lien avec, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'anti-aliasing. C'est l'anti-aliasing, c'est quelque chose qui se fait à la fin. Ça va sur les arêtes obliques, en fait, il va y avoir un traitement qui va se faire sur les arêtes pour éviter qu'il y ait un effet d'escalier, en fait, de crénage sur les arêtes. Donc c'est un traitement qui se fait, qui peut être assez long d'ailleurs à produire, mais pour de lissage en fait des arêtes pour que ça apparaisse pas crénelé au final. D'accord. Ça évite une forme de pixelisation en fait. Voilà, donc après je connais pas hein, tous ces curseurs là, je vais pas savoir en parler. L'illumination globale, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la lumière indirecte dans votre scène. C'est le fait que votre scène soit baignée plus ou moins de lumière et qu'il y ait plus ou moins de rebond en fait dans la scène. C'est-à-dire que plus il y a en fait, pour vous dire de manière un peu théorique, il va subdiviser votre scène en un certain nombre de carreaux en fait, et plus vous allez augmenter le nombre de subdivisions ici, plus il va y avoir un travail fin qui va être fait sur votre scène, notamment pour les ombres, pour aller chercher les petites ombres dans les creux
ici, il va y avoir un maillage beaucoup plus dense. Donc, beaucoup D'accord. plus de possibilités pour virer, pour aller chercher des lumières qui sont difficiles à attraper dans les coins, par exemple. Donc, ça va avoir une incidence directe sur les temps de rendu, hein, par contre. Et sample size, c'est en fait, c'est les. Je vous ai parlé de photons. En fait, c'est les tailles des photons qui sera plus ou moins grandes. Ça peut être des photons très très fins ou très gros. Et ça va jouer sur. Si vous avez des photons qui sont assez gros, il va y avoir du bruit dans l'image. C'est ce qui se produit ici. Et plus les photons seront fins, plus la scène, plus le calcul se fera de manière fine sur votre scène. Voilà. Bon, j'y vais rarement là-dedans. Enfin, vous voyez que j'utilise plutôt les curseurs Oui. quality pour régler tout ça. Mais on sait qu'on peut aller encore plus loin, parce que là, on n'est pas au maximum. Mais attention, parce que les temps de rendu sont extrêmement longs, peuvent être extrêmement longs dès qu'on commence à travailler avec ces curseurs. D'accord. Alors, euh, ensuite, on va trouver des notions. Donc ça, c'était essentiellement lié au rendu, hein. On va trouver des notions de caméra. Alors, la caméra, elle est donnée en type standard. Donc, la caméra que vous voyez à l'écran, c'est strictement la même que vous avez dans SketchUp, hein. Ça reprend la focale de votre caméra, son positionnement, c'est exactement la même chose. Viré euh, vous propose différents types de caméras, notamment Spherical Panorama, pour créer un environnement à 360 qui permet ensuite, pour faire des visites virtuelles, de s'immerger dans la scène. D'accord. Stéréo, alors je ne l'ai jamais testé, mais je pense que ça vous permet, après par le biais d'autres logiciels, d'obtenir 2 points de vue de votre caméra pour obtenir un effet de relief, en fait, tout simplement. Je crois que c'est ça. C'est le principe des yeux qui sont légèrement décalés, donc 2 points de vue différents pour voir la vue en 3D, en fait. Et c'est reproduit après par des systèmes des techniques cinématographiques qui permettent de restituer après du relief. Bon, je maîtrise pas bien le sujet là-dessus. Vous avez ici l'exposition. Alors, il faudra faire attention parce que la caméra, elle aussi, est soumise à une notion d'exposition, en fait. C'est le capteur de la caméra qui va prendre plus ou moins de lumière. Ça veut dire que si, par exemple, vous estimez que votre scène est trop sombre ou trop éclairée, vous pouvez aussi travailler sur l'exposition de la caméra, c'est-à-dire sa capacité à récupérer plus ou moins de lumière. Voilà. C'est assez pas évident à faire. Il vaut mieux le faire en interactive pour voir concrètement comment ça se passe. Ouais. Mais vous jouez sur la valeur d'exposition comme vous le feriez sur un appareil photo quand vous photographiez, bien qu'il fasse automatiquement. Mais vous pouvez normalement, en changeant l'ouverture de diaphragme ou la vitesse d'exposition, vous allez pouvoir jouer sur cette lumière, la quantité de lumière qui rentre sur le capteur. Donc ça reprend en fait vraiment les caractéristiques des appareils photo. Vous avez la balance des blancs aussi, ici, pour caler la balance des blancs, pour avoir une neutralité au niveau des couleurs, ici. Depth of field, alors c'est la profondeur de champ. Alors la profondeur de champ, on la règle ici, donc c'est réglé, on donne une cible en fait, un point de mise au point que on décide de mettre sur la scène pour dire cette zone-là sera nette et le reste sera flou. Il n'est pas évident à maîtriser, il faut faire des tests avec les valeurs ici pour avoir plus ou moins de profondeur de champ. Je montrerai par le biais du Z-Buffer. Z-Buffer, c'est justement pour avoir une carte de profondeur pour savoir où se situe la mise au point et comment on peut après le traiter dans Photoshop. D'accord. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est dans la caméra, c'est surtout s'il y a un problème qui n'est pas possible à résoudre
par la lumière naturelle ou pas possible à résoudre avec les lumières artificielles qui sont dans votre salle, il y a encore la possibilité avec la caméra de dire qu'elle va être quand même capable de traiter la lumière, même si dans des conditions difficiles, même si c'est très sombre, elle va pouvoir rééclaircir votre salle. Donc cette notion d'exposition est très importante. Alors, ensuite, vous avez Render Output. Ça vous permet d'enregistrer automatiquement. Alors, SafeFrame vous montre exactement le ratio hauteur-largeur de votre caméra. Vous voyez? Donc on voit que tout n'est pas pris. Ça, c'est lié au fait que ici, j'ai un ratio qui est donné, qui est fixe, qui est donné pour du Full HD, qui est 1920 par 1080. Donc, SafeFrame me permet de contrôler ce cadrage, tout simplement, savoir exactement ce qui sera rendu. Le ratio vous est donné ici, on est sur du 16/9. On peut choisir du 4/3, ici. Donc ça va changer le ratio, hauteur-largeur. Donc je reviens sur les dispositions standards. Ça va pour ça? Oui. Ensuite, alors faut pas confondre Save Frame et Save Image. Save Frames, donc c'est le cadre, et Save Image, c'est pour dire où va mettre, où Viré va mettre cette image. Donc là, je vais choisir ici. D'accord. Donc il mettra automatiquement ici. Voilà. Ici, je peux choisir mon format. Alors, je vais choisir TIFF, enregistrer. Et je vais avoir également des options pour ce format-là, TIFF. Demander à ce qu'il inclue l'alpha. D'accord, l'alpha, c'est la transparence. Oui. Et ici, ce dont je vous parlais, qui est très très intéressant pour la post-production de votre image, savoir sur combien il est codé. S'il est codé sur 8 bits par couche, 16 ou 32. Et 16 est donné par défaut, ce qui nous donne en fait beaucoup plus de marge de manœuvre pour travailler les couleurs et les lumières dans Photoshop. On peut aller jusqu'à 32 ici. Donc je vais laisser 32 bits par couche. Non, pardon, 16 bits par couche. 32, la difficulté, c'est que dans Photoshop, tous les outils ne sont pas disponibles. D'accord. Et on est obligé de passer par... alors, il y a des outils qui sont spécifiques pour travailler les images à 32. J'essaie de montrer ça cet après-midi, mais en général, on va aller travailler en 16. Ensuite, on va trouver le volet animation. Là, j'ai pas d'animation, donc j'ai pas créé d'animation spécifique, mais je peux demander à avoir l'entière animation, c'est-à-dire les scènes que j'ai pu créer dans SketchUp, ou frame range, c'est dire quelle portion du film je veux rendre ici. Vous avez ici Motion Blur. Motion Blur, c'est ce qui se passe au niveau d'une caméra. C'est-à-dire que quand vous voyez un objet passer très rapidement, par exemple, imaginons que la caméra se déplace très rapidement, il y a du flou qui se produit. Donc le motion blur, pour éviter que l'image scintille et l'air pas naturel, ce qui n'était pas donné par la version, dans SketchUp, quand on fait un rendu, on a une espèce de scintillement, et ça on n'y peut rien parce qu'il n'y a pas de motion blur dessus. Viré va générer une zone de flou aux endroits où ça va très vite en fait, et ça sera plus naturel et plus agréable à regarder. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour la rubrique animation. Alors, on peut ici contrôler
un certain nombre de choses ici. Donc, background, c'est-à-dire que dès que vous voyez une petite fenêtre avec un damier, ça veut dire qu'on peut amener une image. Dès que vous voyez ça, on peut aller choisir une image en particulier. Voilà. D'accord. Là, je suis reparti dans l'environnement. GI, GII, donc c'est Global Illumination. On peut, en fait, on peut colorer. L'illumination globale, c'est ce que je vous disais, c'est la lumière indirecte, hein. On peut la colorer. On peut faire appel à une image qui va aussi amener de la lumière. Donc, imaginez par exemple, je prends une image. Souvent, ce sont ce qu'on appelle des images HDRI, avec une capacité, qui ont des capacités d'illuminer une scène. Si je prends une image qui représente une forêt, par exemple, si je l'amène ici, là il va me demander bitmap ici, donc si je vais chercher une image qui représente une forêt, je sais pas, amazonienne ou je sais pas, le fait de l'installer dans ce canal-là va générer, à partir de cette image de forêt, donc le vert qui est dominant de la forêt, va éclairer la scène avec cette couleur dominante-là. Voilà. Ça permet d'obtenir des images d'un extrême réalisme aussi. D'accord. Je vais annuler ça. Alors, donc là, il me renvoie toujours, hein, sur les textures ici, donc je reviens sur mes settings. Voilà, donc, et ces images d'environnement vont aussi jouer sur les réflexions, sur les réfractions. C'est-à-dire que, en clair, si j'ai une vitre ici et que je mets cette image en fait, c'est une image environnante, en fait, hein, qui va englober toute la scène, je vais avoir des reflets de cette image sur les vitres, par exemple, si je vois le bâtiment de l'extérieur. Alors, ensuite, on va trouver Materials Override. Ça, c'est ce qui est conseillé de faire avant de lancer un rendu avec toutes les matières. Materials Override va euh, désactiver toutes les textures et vous montrer ça sous forme de rendu maquette blanche. D'accord. On va faire une exception aux vitres, les vitres, pour que la lumière passe, parce que le problème c'est elles risquent de récupérer sa matériau gris, hein. Si par exemple je lance un rendu, vous allez voir ce que ça donne. Alors là, j'ai dû faire tellement de choses que ma scène est complètement sous-exposée. Alors je vais revenir, je pense que c'est parce que j'ai activé quelque chose. Depth of field. Là, clairement, j'ai un problème de caméra. Donc, j'ai mon ciel qui est bien exposé. Mais par contre, au niveau de la caméra, exposure, il vaut mieux que je me mette peut-être en rendu interactif pour faire ça. Je reviens dans Render, je vais arrêter le rendu comme ça. Parce que là, on voit plus facilement, hein. Je ne sais pas pourquoi il m'a changé de style en cours de route. Donc, je me mets en rendu interactif. Et ici, je regarde au niveau de l'exposition, vous voyez que je vais pouvoir doser comme ça mon rendu, hein. L'illumination de la scène juste avec l'exposition. Bon, il faut y aller, doucement aussi. Euh, alors, je reviendrai sur ces rendus. On a vu Materials Override.
C'est très jaune là, ça m'étonne que ça soit aussi jaune. J'ai dû toucher tellement de choses que... Alors, je repars dans environnement. Je suis étonné que ma scène soit si sombre. Je vais voir du côté de ma lumière. Bon, ça demanderait un certain temps que je prendrai peut-être tout à l'heure. Là, je ferai une mise en application. Je reprends ici. Donc, je voulais simplement montrer le matériau. Donc, le matériau a été donc bien enlevé. On se retrouve devant une maquette blanche en fait, hein, ici. La ligne dominante colorée, hein, qu'il faudrait que je corrige. Ouais. Euh, voilà pour les différents éléments. Donc ça, j'utilise en premier lieu. Donc en phase de pré-rendu, lorsque je fais mes tests, je me mets en matériaux overwrite. Et on verra après au niveau des matériaux, les vitrages, quand on met des vitrages, par contre, il faut demander à ce qu'ils soient pas concernés par ce réglage-là pour tout simplement que la lumière puisse passer, hein. D'accord. Voilà. Euh, Bon, il y a pas mal de choses ici à voir. On fera des tests. Peut-être que je vous ferai faire aussi des tests de rendu également. Est-ce que ça va pour ça, pour cette présentation? Oui, oui, ça va, ça va. J'ai terminé ça. Euh, donc le chapitre suivant sera les matériaux. Donc on va voir ensuite comment créer des textures. Comment créer des textures et puis je pense que je vais essayer d'aller assez loin pour vous montrer comment sortir différentes places de rendu pour pouvoir travailler avec. Et donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Là, c'est très noir, il faudra qu'on essaie de voir. Je vais laisser le temps de rendre cet élément. Et puis on va voir comment faire quelques corrections là-dessus. Voilà, j'ai terminé sur ces deux chapitres qui étaient l'éclairage naturel et les, les réglages, les settings pour le rendu. Ici. On va faire une pause maintenant. D'accord. Alors. Donc je reprends. Donc on va voir les matériaux. Alors les matériaux dans Viré reprennent en fait les matières de SketchUp. Il faut bien savoir ça. Donc dans la liste que l'on voit ici, ce sont toutes les matières qui sont installées dans la scène. Alors il se peut qu'il y en ait beaucoup trop. Si vous avez mis un composant, retirez le composant. En fait, il garde en mémoire quand même les matières qui ont déjà été installées. Alors ici, on a un outil qui permet de purger. Dans SketchUp, en fait. Voilà.
Alors, ça a pas l'air de si ça réduit un peu. Bon, le personnage, lui, déjà, il prend pas mal de textures aussi, hein. Il y en a plusieurs. Euh, je, je, le- je vais le supprimer. Je voudrais juste qu'on y voit un peu plus clair Mhm. dessus. Ok, je pensais en trouver moins. Alors, je vais vérifier dans fenêtre, info sur le modèle, statistiques, purger les éléments inutilisés. Ah, ouais, c'est mieux là. Il vaut mieux passer par là, hein, d'ailleurs. Ok, alors, euh, je vais commencer par, avant de travailler avec les matériaux qui existent sur place, je vais commencer par le début, c'est-à-dire vous montrer comment on crée un nouveau matériau en fait. D'accord. Alors, les nouveaux matériaux, en fait, quand on est dans ce module-là des matières, on passe par ici en fait, Create Asset. Vous allez trouver différents éléments et ça va être des matériaux ici. Alors, il y en a plusieurs types. Je vais montrer générique, émissive et de manière globale. Alors, générique, vous allez voir qu'en fait, avec générique, vous faites quasiment tous les matériaux que vous voulez en fait. Alors, je vais expliquer vraiment en détail comment ça se passe. Alors, au niveau des matériaux, donc vous avez la liste de vos matières ici et un éditeur qui apparaît à cet endroit. Euh, Première chose que vous pouvez voir, c'est que vous pouvez voir l'échantillon sous différentes formes. Et c'est ça qui est intéressant dans Virer, ce que ne nous propose pas d'autres moteurs de rendu, c'est on peut le voir sous différents contextes. Par exemple, je souhaite faire travailler sur un tissu. Je vais ici trouver dans la liste le type de modèle qui va m'être présenté ici. Je peux évaluer comme ça la forme d'un tissu plus facilement. Donc c'est sous le terme de fabrique. Voilà. Fabrique, il va me présenter ça sous cette forme-là. Donc on verra les reflets, les effets des étoffes, les ombres et les lumières par ce biais-là. Donc, je vais trouver aussi floor. Par exemple, si je travaille sur un sol, on a une vue de près du sol et une vue de loin et puis une lumière pour voir comment se comporte en fait le sol par rapport à la lumière mais aussi par rapport aux différents reflets. On va trouver ground. Donc ground c'est pour des extérieurs. Donc c'est un modèle différent qui nous montre la texture dans ce contexte-là. Alors surface sculpturing c'est un peu spécifique. C'est pour